Pas davantage, les gens confiants en eux-mêmes ne sont des hommes courageux. C'est en effet parce ils ont de nombreuses victoires à leur actif et sur beaucoup d'adversaires qu'ils gardent leur assurance au milieu des dangers. Ils ont une certaine ressemblance avec les hommes courageux, en ce que les uns comme les autres sont pleins d'assurance. Mais les hommes courageux tirent leur confiance des raisons que nous avons précédemment exposées, tandis que les autres, c'est parce qu'ils pensent être les plus forts et n'avoir rien à subir en retour. Tel est aussi le comportement des gens en état d'ivresse et qui deviennent pleins d'assurance. Mais quand les choses ne tournent pas comme ils l'espèrent, ils prennent la fuite. Or, nous l'avons vu, la marque d'un homme courageux est de supporter ce qui est réellement redoutable à l'homme, ou ce qui lui apparaît tel avec ce motif qu'il est beau d'agir ainsi et honteux de ne pas le faire. C'est pourquoi encore on considère qu'un homme montre un plus grand courage en demeurant sans crainte et sans trouble dans les dangers qui s'abattent brusquement que dans les dangers qu'on peut prévoir à l'avance. Car le courage provient alors davantage d'une disposition du caractère et demande moins de préparation. En effet, les dangers prévisibles peuvent faire l'objet d'un choix calculé et raisonnable, tandis que les périls soudains exigent une disposition stable du caractère. Les gens ignorant le danger apparaissent eux aussi courageux et ils ne sont pas fort éloignés des hommes confiants en eux-mêmes. Ils leur sont cependant inférieurs par leur manque total d'assurance, alors que les autres en possèdent. Aussi, les hommes qui se fient à eux-mêmes tiennent-ils fermement pendant un certain temps, tandis que ceux qui ne se rendent pas compte du danger et ont éprouvé des déceptions à cet égard, dès qu'ils s'aperçoivent ou même soupçonnent que la réalité est toute différente, prennent la fuite, comme cela est arrivé pour les Argiens, quand ils tombèrent inopinément sur les Spartiates qu'ils prenaient pour des Sicyoniens. 12. Le courage fin. Nous venons ainsi d'indiquer les caractères à la fois de l'homme courageux et de ceux qui passent d'ordinaire pour courageux. Bien que le courage ait rapport à la confiance et à la crainte, ce n'est pas de la même façon qu'il a rapport à l'une et à l'autre, mais il se montre surtout dans les choses qui inspirent la crainte. En effet, celui qui demeure imperturbable au milieu des dangers et qui se comporte à leur égard comme il se doit est plus véritablement courageux que celui qui se comporte ainsi dans les situations rassurantes. Dès lors, c'est par sa fermeté envers les choses qui apporte de la souffrance, et ainsi que nous avons dit qu'un homme est appelé courageux. C'est pourquoi le courage est en lui-même une chose pénible, et il est à bon droit objet de nos éloges, parce qu'il est plus difficile d'endurer les peines que de s'abstenir des plaisirs. Non pas qu'il faille penser que la fin que se propose le courage ne soit pas une chose agréable, seulement elle est obscurcie par les circonstances qui l'accompagnent, comme cela se produit également dans les compétitions du gymnase. Car chez les pugilistes, la fin pour laquelle ils combattent est agréable, c'est la couronne et les honneurs, alors que les coups qu'ils reçoivent sont pour eux, qui sont des êtres de chair, une chose douloureuse et pénible, comme d'ailleurs l'ensemble de leur travail d'entraînement. Et tous ces efforts font par leur nombre apparaître l'objet final comme insignifiant et sans agrément. Si dès lors la fin concernant le courage est de même ordre, la mort et les blessures seront pénibles à l'homme courageux, qui les souffrira à contre-cœur. Il les endurera néanmoins, parce qu'il est noble d'agir ainsi, ou qu'il est honteux de s'y dérober. Et plus la vertu qu'il possède est complète et grand, son bonheur, plus aussi la pensée de la mort lui sera pénible, car c'est pour un pareil homme que la vie est surtout digne d'être vécue. C'est lui que la mort privera des plus grands biens, et il a pleinement conscience. Il en a pleinement conscience. Tout cela ne va pas sans l'affliger, mais il n'en est pas moins courageux. Peut-être même l'est-il davantage, parce qu'il préfère les nobles travaux de la guerre à ces grands biens dont nous parlons. Il n'appartient donc pas à toutes les vertus de s'exercer d'une façon agréable, sinon dans la mesure où leur fin se trouve atteinte, mais rien sans doute ne nous empêche de penser que ce ne sont pas ceux qui possèdent le genre de bravoure que nous avons décrit qui font les meilleurs soldats. Ce sont plutôt ceux qui, tout en étant moins braves, ne disposent d'aucun autre bien que leur vie même, car c'est avec empressement qu'ils s'exposent au danger, et ils donnent leur vie en échange de maigres profits. 13. La modération. Le courage a été suffisamment étudié quant à sa nature, il n'est pas difficile, tout au moins dans les grandes lignes, de la comprendre à l'aide des explications qui précèdent. Après le courage, parlons de la modération, car il semble bien que ces deux vertus soient celles des parties irrationnelles de l'âme. Nous avons dit que la modération est une médiété par rapport au plaisir, elle est à un moindre degré et d'une façon différente par rapport aux peines. C'est dans la même sphère aussi que se manifeste le dérèglement. À quelque sorte de plaisir ces deux états se rapportent-ils donc? C'est ce que nous allons maintenant déterminer. Dans la suite du chapitre, Aristote va procéder par élimination successive, écartant d'abord
les plaisirs de l'esprit, puis les plaisirs corporels provenant de la vue, de l'ouïe et de l'odorat, puis les plaisirs du goût, pour ne conserver en fin de compte que certains plaisirs du toucher, le champ d'action de la sophrosune et du vice contraire, l'acholasia, et donc des plus réduits, l'acholasia et le dérèglement, la débauche. On peut admettre que les plaisirs se divisent en plaisir du corps et en plaisir de l'âme. Comme exemple de plaisir de l'âme, nous avons l'ambition et l'amour du savoir. En effet, pour chacun de ces cas, on trouve son plaisir dans l'objet qu'on est porté à aimer, sans que le corps ne soit affecté en rien. Mais c'est plutôt l'esprit qui l'est. Mais ceux qui recherchent les plaisirs de l'ambition ou du savoir ne sont appelés ni modérés ni déréglés. Il en est de même pour tous ceux qui se livrent aux autres plaisirs non corporels. Ceux qui se plaisent à écouter ou à raconter des fables et qui passent leur journée à musarder ça et là sont des bavards. Mais nous ne les appelons pas des gens déréglés, pas plus d'ailleurs que ceux qui ont des ennuis d'argent ou des peines de cœur. La modération ne saurait donc s'appliquer qu'au plein plaisir corporel, et encore n'est-ce pas à tous distinctement, indistinctement. Par exemple, les hommes qui trouvent leur plaisir dans les spectacles de la vue, comme les couleurs, les formes, le dessin, ne sont appelés ni modérés ni déréglés. Et pourtant, on pourrait penser que, même dans ce domaine, il peut y avoir un plaisir ou légitime ou excessif ou déficient. Même remarque pour ceux qui recherchent les plaisirs de l'ouïe. Les personnes qui ont un goût immodéré pour la musique ou le théâtre, on ne les appelle jamais déréglées, pas plus qu'on appelle modérées celles qui ne dépassent pas la juste mesure. Pas davantage on ne donne ces noms à ceux qui aiment les plaisirs de l'odorat, sinon par accident. C'est-à-dire quand les plaisirs de l'odorat ne restent pas cantonnés dans le sens même secundum se, mais quand ils rappellent des plaisirs causés par d'autres sens, rentrant dans le domaine de l'acholasia. Ceux qui se plaisent à l'odeur des pommes ou des roses ou des parfums, nous les appelons pas des hommes déréglés, mais nous appelons plutôt ainsi ceux qui se délectent à l'odeur d'ong ou de mets, car les gens déréglés y trouvent leur plaisir du fait que ces odeurs leur rappellent les objets de leur concupiscence. Non pas ongan. On peut constater assurément que même les autres personnes, quand elles ont faim, ont plaisir à sentir la nourriture. Celles qui ne sont pas déréglées. Mais prendre plaisir à ce genre d'odeur est le fait d'un homme déréglé, car ce sont là pour lui des objets de concupiscence. Il n'existe pas non plus chez les animaux de plaisir par ses sens, sinon accidentellement. Les chiens, en effet, ne prennent pas plaisir à l'odeur des lièvres, ils prennent plaisir à les manger. L'odeur leur a donné seulement la perception du lièvre. De même, le lion ne s'intéresse pas au mugissement du bœuf. Ce qu'il veut, c'est le dévorer. Le mugissement lui a seulement fait apercevoir que le bœuf est à sa portée, et il paraît ainsi trouver plaisir au mugissement. De même, il ne se réjouit pas de voir ou de trouver un cerf ou une chèvre sauvage, mais il se réjouit de pouvoir en faire son régal. Ainsi donc, la modération et le dérèglement n'ont rapport qu'à ces sortes de plaisirs que l'homme possède en commun avec les animaux, et qui par suite apparaissent d'un caractère vil et bestial, je veux dire les plaisirs du toucher et du goût. Bien plus, les plaisirs ne paraissent tirer du goût qu'un usage médiocre, ou même nul. En effet, c'est du goût que relève la discrimination des saveurs, telle qu'elle est pratiquée par les dégustateurs et les bons cuisiniers. Or, ces discriminations ne procurent pas beaucoup de plaisir, et en tout cas n'en donnent pas aux gens déréglés. Ceux-ci ne recherchent que la jouissance qui leur vient tout entière par le toucher à la fois dans le boire et dans le manger, ainsi que dans ce qu'on nomme les plaisirs de l'amour. C'est pourquoi encore certains gourmands priaient que son gosier devint plus long que celui d'une grue, ce qui montre bien que son plaisir venait du toucher. Ainsi donc, le sens auquel le dérèglement est lié est celui de tous qui nous est le plus commun avec les animaux. Celui de tout qui nous est le plus commun avec les animaux. Et le dérèglement ne semblerait être à si juste titre répréhensible. À si juste titre répréhensible que parce qu'il existe en nous, non pas en tant qu'hommes, mais en tant qu'animaux, se plaire à de pareilles sensations et les aimer par-dessus tout à quelque chose de bestial. En effet, on exclut même les plaisirs tactiles les plus épurés, tels que les plaisirs que procure au gymnase friction et bain chaud, car ce n'est pas le contact portant sur le corps entier qui intéresse le débauché, mais seulement celui qui porte sur certaines de ses parties. Des appétits concupiscibles, les uns semblent être communs à tous les hommes et naturels, les autres propres et adventices. Par exemple, l'appétit de la nourriture est naturel.
puisque tout homme appète la nourriture solide ou liquide dont il a besoin. Et parfois, même les deux à la fois, et c'est le cas aussi du plaisir sexuel, comme le dit Homère. Quand on est jeune et en pleine forme, et le fait de désirer telle ou telle sorte de nourriture ou de plaisir amoureux est variable selon les individus, et leurs désirs ne portent pas non plus sur les mêmes objets. C'est pourquoi de tels appétits nous paraissent véritablement nôtres. Ces préférences individuelles n'en ont pas moins cependant, elles aussi, quelque chose de naturel. Telles choses sont agréables aux uns, et telles autres le sont aux autres, et certaines choses sont pour tous les hommes plus agréables que les premiers venus. Quoi qu'il en soit, dans les appétits naturels, on se trompe rarement et seulement dans une seule direction, à savoir dans le sens de l'exagération, car manger ou boire, ce qui se présente jusqu'à en être gavé, c'est dépasser la quantité fixée par la nature, puisque l'appétit naturel est seulement satisfaction d'un besoin. Aussi appelle-t-on qui commettent ces excès des goinfres, du fait qu'ils remplissent leur ventre au-delà de la mesure convenable. Et ce sont les gens d'un caractère particulièrement vil qui tombent dans un pareil excès. Par contre, dans les appétits propres à chacun, les erreurs sont nombreuses et de formes variées. En effet, alors qu'on dit généralement de quelqu'un qu'il aime à la folie telle ou telle chose, soit parce qu'il prend plaisir à des choses qu'on ne doit pas désirer, ou parce qu'il dépasse la mesure courante, ou enfin parce qu'il prend son plaisir d'une mauvaise manière. C'est au contraire de toutes ces façons à la fois que les gens déréglés tombent dans l'exagération. En effet, ils mettent leur plaisir dans certaines choses illicites et effectivement détestables. Et même s'il arrive que certaines d'entre elles soient permises, ils se livrent à leur goût plus que de raison, ou plus qu'on ne le fait généralement. Ainsi, il est évident que l'excès dans les plaisirs est un dérèglement et une chose blâmable. En ce qui regarde d'autre part les peines, on n'est pas comme pour le courage appelé modéré parce qu'on les endure, ni déréglé parce qu'on ne les supporte pas, mais on est appelé déréglé parce qu'on s'afflige outre mesure de ne pas trouver les plaisirs qu'on recherche. Et même c'est le plaisir qui nous cause de la peine, et modéré quand on ne s'afflige pas de l'absence du plaisir. 14. La modération, suite. L'homme déréglé a ainsi l'appétit de toutes les choses agréables, ou de celles qui le sont le plus, et il est conduit par la concupiscence à accorder sa préférence à ces choses-là sur toutes les autres, et c'est pourquoi il s'afflige non seulement de les manquer, mais encore de les désirer, car l'appétit s'accompagne de souffrance, quoiqu'il paraisse absurde d'éprouver de la peine à cause du plaisir. Des personnes péchant par défaut en ce qui regarde les plaisirs, et s'en délectant moins qu'il ne le convient, se rencontrent rarement, car une pareille insensibilité n'a rien d'humain. En effet, même les animaux font des discriminations dans la nourriture, et se plaisent à certains aliments à l'exclusion d'autres. Et s'il existe un être à ne trouver rien d'agréable et à n'établir aucune différence entre une chose et une autre, cet être-là sera très loin de l'humaine nature. Au surplus, un pareil homme n'a pas reçu de nom parce qu'il se rencontre peu fréquemment. Quant à l'homme modéré, il se tient dans un juste milieu à cet égard, car il ne prend pas plaisir aux choses qui séduisent le plus l'homme déréglé, elles lui répugnent plutôt, ni généralement à toutes les choses qu'on ne doit pas rechercher, ni à rien de ce genre d'une manière excessive, pas plus qu'il ne ressent de peine ou de plaisir à leur absence, sinon d'une façon mesurée, ni plus qu'on ne doit, ni au moment où il ne faut pas, ni en général rien de tel. Par contre, toutes les choses qui étant agréables favorisent la santé ou le bon état du corps. Ces choses-là, il y aspirera d'une façon modérée et convenable, ainsi que tous les autres plaisirs qui ne sont pas un obstacle aux fins que nous venons de dire, au contraire, à ce qui est noble ou enfin au-dessus de ses moyens. L'homme qui dépasse ses limites aime les plaisirs de ce genre plus qu'il ne le mérite, mais l'homme modéré n'est rien de tel, il se comporte envers les plaisirs comme la droite règle le demande. 15. Dérèglement et lâcheté, comparaison avec l'enfance. Le dérèglement est plus semblable à un état volontaire que la lâcheté, car il a pour cause le plaisir et la lâcheté la souffrance, deux sentiments dont le premier est l'objet de choix et l'autre objet de répulsion seulement. Or la souffrance met hors de soi l'être qui l'éprouve et détruit sa nature, ce qui est un élément d'irresponsabilité, tandis que le plaisir n'opère rien de pareil. Ainsi le dérèglement est-il plus volontaire et par suite encore plus répréhensible. En effet, on s'accoutume assez facilement à garder la modération dans les plaisirs, parce que les occasions de ce genre sont nombreuses dans le cours de la vie, et que l'exercice de cette habitude n'entraîne aucun danger, à l'inverse de ce qui se passe dans les situations qui inspirent de la crainte. D'autre part, la lâcheté semblerait bien être un état volontaire qu'en la distinguant de ses manifestations particulières. En elle-même, elle n'est pas une souffrance,
Mais dans les manifestations particulières dont nous parlons, la souffrance nous met hors de notre assiette, au point de nous faire jeter nos armes ou adopter d'autres attitudes honteuses, ce qui donne à nos actes l'apparence d'être accomplis sous la contrainte. Pour l'homme déréglé, c'est l'inverse. Ses actions particulières sont volontaires, puisqu'il a l'appétit ou le désir, et le désir. Mais son caractère en général l'est moins, puisque personne ne désire être un homme déréglé. Nous étendons encore le terme dérèglement aux fautes commises par les enfants. Le mot acolasia, indisciplinatio, signifie ce qui n'est pas puni, le manque de rigueur, l'indulgence excessive envers soi-même. Les enfants gâtés, qu'on ne punit pas, souffrent du même vice que les adultes qui se laissent aller. Et Aristote établit entre les deux états un parallèle plein d'enseignements. Faute qui présente une certaine similitude avec ce que nous avons vu. Quant à dire lequel des deux sens tire son nom de l'autre, cela importe peu pour notre présent dessein, mais il est clair que c'est le plus récent qui emprunte son nom au plus ancien. En tout cas, cette extension de sens semble assez judicieuse, car c'est ceux qui aspirent aux choses honteuses et dont les appétits prennent un grand développement qui a besoin d'émondage. Et pareille description s'applique principalement aussi bien à l'appétit qu'à l'enfant. Émondage, action d'émonder, de débarrasser un arbre des branches mortes, des parasites. Sens premier de kolatzein. Les enfants, en effet, vivent aussi sous l'empire de la concupiscence, et c'est surtout chez eux que l'on rencontre le désir de l'agréable. Si donc on ne rend pas l'enfant docile et soumis à l'autorité, il ira fort loin dans cette voie. Car dans un être sans raison, le désir de l'agréable est insatiable et s'alimente de tout. Et l'exercice même de l'appétit renforce la tendance innée. Et si ces appétits sont grands et forts, ils vont jusqu'à chasser le raisonnement. Aussi doivent-ils être modérés et en petit nombre, et n'être jamais en conflit avec la raison. Et c'est là ce que nous appelons un caractère docile et contenu. Et de même que l'enfant doit vivre en se conformant aux prescriptions de son gouverneur, ainsi la partie concupiscible de l'âme doit-elle se conformer à la raison. C'est pourquoi il faut que la partie concupiscible de l'homme, modérée, soit en harmonie avec la raison, car pour ces deux facultés, le bien et le but visés, et l'homme modéré a l'appétit des choses qu'on doit désirer, de la manière dont elles doivent l'être, et au moment convenable, ce qui est également la façon dont la raison l'ordonne.